pouvoir aller plus loin. Au lieu d'amener l'énergie depuis la Terre, eh bien, on essaie de la transformer sur place. Et en fait, toutes ces raisons eh bien, nécessitent les mêmes connaissances. Donc, peu importe l'objectif principal, par exemple, ce soir, on va parler de mission spatiale dans le cadre de la défense planétaire. Donc, l'objectif, c'est de se protéger des risques d'impact. On va voir qu'en fait, il faut étudier ces objets et en sortir des informations qui, en fait, vont être très pertinentes pour les autres objectifs qui sont scientifiques ou pour exploiter les ressources. Donc ça fait vraiment c'est vraiment le côté fascinant des astéroïdes, c'est qu'il y a plusieurs communautés qui s'intéressent pour des raisons très différentes, mais en gros, elles ont besoin des mêmes connaissances. Alors, ce soir, on va parler donc de défense planétaire. Donc, on appelle ça planetary defense en anglais. Défense planétaire, c'est une connotation militaire. En fait, c'est vraiment très pacifique. Je ne sais pas comment on pourrait mieux l'appeler en français. Et donc, en fait, pour parler de défense planétaire, il faut parler des objets donc, qui vont nous intéresser. Donc, ce sont les astéroïdes. Les comètes ont une très faible contribution au risque d'impact. Et donc, les astéroïdes, comme vous le savez, sont pour la plupart Jupiter dans une ceinture qu'on appelle la ceinture des astéroïdes. Donc, ici, vous avez la trajectoire de Jupiter, le grand cercle, et puis le cercle intermédiaire, c'est la trajectoire de Mars. Et entre les deux, on a cette ceinture d'astéroïdes qui contient à peu près 1 million de corps de diamètre supérieur à 1 km. Maintenant, on en connaît plusieurs centaines de milliers. On va bientôt atteindre le million, si ce n'est déjà fait. Le plus gros étant Cérès, 950 km. Et cette ceinture et le reste des briques qui ont formé nos planètes. Mais en plus de cette ceinture, on a une autre population, donc ce qui était en vert dans le précédent diagramme est maintenant en gris. Donc la ceinture des astéroïdes est montrée ici. Et vous voyez qu'on a aussi des corps dont la trajectoire est représentée en bleu, sont très allongés, sont sur des orbites qu'on appelle excentriques. Et donc ça les fait croiser les planètes telluriques, et y compris la Terre. Et ce sont ces objets-là qu'on appelle les géocroiseurs. Et la plupart d'entre eux viennent de la ceinture des astéroïdes dans laquelle se produisent des collisions. Ces collisions créent des fragments. Ces fragments sont envoyés sur des trajectoires instables qui les font passer d'une trajectoire circulaire entre Mars et Jupiter à une trajectoire allongée qui croise la Terre. Et d'ailleurs, la plupart finissent dans le Soleil, plus de 60%. Donc en fait, ces objets prennent l'origine de la ceinture des astéroïdes. Et on estime qu'on a à peu près 1000 corps de diamètre supérieur à 1 km dans cette population. Et on en a recensé plus de 90%. Et j'y reviendrai. Alors, en fait, justement, les collisions, on le voit, qui ont lieu dans la ceinture des astéroïdes, eh bien, effectivement, elles ont joué un rôle majeur dans toute l'histoire du système solaire, depuis la formation des planétésimaux par accrétion collisionnelle. Donc, cette fois-ci, les collisions se faisaient de façon assez lente pour que les objets croissent. Et puis, on a passé au stade de formation planétaire. Et quand les planètes ont été formées, évidemment, la gravité a commencé à perturber tout ça. Et quelques gros corps qui restaient ont créé des impacts géants, dont par exemple celui qui pourrait être à l'origine de la Lune. Et puis peut-être aussi des deux lunes Phobos et Deimos, les lunes de Mars. Donc, on a eu une phase d'impact géant. Et ensuite, bien sûr, on a abouti à une phase de destruction collisionnelle. Donc, dans la ceinture des astéroïdes, les objets se rencontrent et se détruisent, ou alors à des cratères sur les surfaces solides. Toutes les surfaces solides du système solaire, y compris les astéroïdes, eh bien, subissent des impacts qui produisent des cratères. Alors justement, un des premiers impacts assez violents qui s'est produit, dont on a encore la trace, c'est celui qui a formé la Lune. Et c'est celui qui vous montre une simulation numérique de collision entre un objet de la taille de Mars avec la prototerre. Et on voit que quand ça s'est produit, dans les premières centaines de millions d'années de notre système solaire, eh bien, ça a quasiment fondu la Terre, qui s'est reformée, bien sûr, et ça a créé un disque de débris. Et c'est dans ce disque de débris que c'est réagréger un corps qui est maintenant la Lune. Donc les impacts au départ ont eu quelque chose de bénéfique parce qu'on n'était pas encore là il y a 4 milliards et demi d'années. Et c'est grâce à la Lune que l'axe de rotation de la Terre s'est stabilisé et ce qui a permis de créer les saisons, etc., qui ont été propices à notre vie. Alors, bien sûr, la Lune maintenant est formée et en fait, elle est le meilleur témoin des impacts passés dans le système solaire interne, puisque contrairement à la Terre, la Lune n'a pas de tectonique des plaques, n'a pas un 2/3 d'eau qui la couvre, il n'a pas d'érosion, n'a pas de vent, etc., qui ont tendance à effacer les cratères. Donc finalement, c'est le meilleur enregistrement de tous les impacts qui se sont produits depuis les 4 derniers milliards d'années dans le système solaire interne et qu'on peut calibrer avec la Terre. Et c'est grâce à l'analyse des cratères sur la Lune qu'on a pu estimer que les impacts ont été en moyenne, la fréquence des impacts est restée en moyenne constante dans le système solaire interne pendant les 4 derniers milliards d'années.
Mais heureusement, on a un objet qui nous protège assez bien, c'est Jupiter, dont vous voyez ici des images absolument extraordinaire faite par la mission Juno de la NASA, qui nous renvoie des véritables tableaux de maîtres avec ces tourbillons essentiellement de l'hydrogène, de l'hélium et puis de l'ammoniac aussi, qui forment cette planète géante, 300 fois la masse de la Terre. Et en fait, c'est grâce à sa taille que les objets qui viennent du système solaire externe ou même qui passent à leur distance maximale auprès d'elle, du Soleil auprès d'elle, eh bien, sont éjectés et donc sont déviés de leur trajectoire potentiellement arrivant sur Terre. Et d'ailleurs, ce fut le cas de la comète Shoemaker-Levy-9, qui, en juillet 1994, eh bien, après avoir fait un premier passage vers Jupiter qui, à cause des effets de marée, l'a détruit en 21 morceaux, eh bien, ces 21 morceaux sont rentrés en collision avec Jupiter. Donc, en juillet 1994, on voit une simulation numérique qui montre comment ces fragments ont pu se disloquer lors du premier passage. Et ceci a été la première collision observée en temps réel avec les télescopes terrestres par des humains, une collision majeure qui a laissé des traces énormes dans l'atmosphère de Jupiter, supérieure à la taille de la Terre. Et donc ça a été la première prise de conscience à l'échelon politique d'ailleurs, que ces collisions continuaient à se produire dans le système solaire. Parce que quand on voit des cratères, bon, c'est du passé. Là, on voyait une première collision et ça aboutit à plusieurs résolutions. Donc le Conseil européen, pas la Commission, a fait une résolution pour s'occuper du risque d'impact, prendre en charge le risque d'impact. Et puis le Congrès américain aussi a commencé à émettre des résolutions pour se protéger de ce risque d'impact. Donc c'est vraiment en 1994, ça a été un changement total. Avant ça, c'était vraiment considéré comme quelque chose qui ne nous regardait pas. Et en fait, là, on commençait à s'apercevoir qu'effectivement, ça serait intéressant, pertinent de s'en préoccuper au moins de s'en occuper. Et bien sûr, ce qui vaut pour Jupiter vaut pour la Terre. On a aussi des passages très proches de la Terre et donc qui peuvent provoquer des effets de marée. Ceci, une simulation qui a été faite avec ma postdoc Yun Zhang, où l'on voit comment un corps qui est considéré comme un agrégat eh bien, se déforme lors d'un passage, cette fois-ci très très près de la Terre, hein, 2 fois le rayon terrestre. Et on voit effectivement que ça peut produire des déformations et contribuer à expliquer certaines formes d'astéroïdes. Donc ces passages sont pour nous en fait très intéressants parce que d'abord, quand un objet passe très près de la Terre, on peut l'observer par des radars au lieu des télescopes optiques. Les radars ont besoin d'un passage assez proche parce que le signal décroît en 1 sur le rayon, la distance à la puissance 4. Donc du coup, il faut vraiment être très proche pour avoir un écho suffisant. Et ça nous permet de faire un modèle de forme qui est beaucoup plus contraint, beaucoup plus robuste par rapport au modèle de forme produit par les télescopes optiques. Donc c'est vraiment un avantage. Et nous aurons d'ailleurs un passage extrêmement proche de la Terre en 2029, puisque comme vous le savez tous, l'astéroïde Apophis va passer à moins de 36 000 km de la Terre le 13 avril, un vendredi en plus pour les superstitieux, et donc à l'intérieur de la trajectoire des satellites géostationnaires. Et grâce à ça, eh bien, comme il fait 400 mètres de diamètre, on pourra même le voir à l'œil nu, on verra sa luminosité à l'œil nu, donc ça sera très intéressant pour le public de voir enfin un astéroïde à l'œil nu depuis la Terre. Et on espère d'ailleurs en profiter pour monter une mission spatiale pour aller vers Apophis à ce moment-là pour voir comment les effets de marée pourraient éventuellement perturber sa surface, ce qui nous renseignerait sur sa structure interne et sa réponse mécanique. Alors, il y a plusieurs études. Il y a aussi les Coréens du Sud, pas du Nord, qui s'y intéressent et qui sont en train d'étudier un rendez-vous avec Apophis. Mais il n'y a pas que, mais je cite les Coréens du Sud pour que vous sachiez aussi que même en Corée du Sud, il y a une agence spatiale dans laquelle on fait des projets et peut-être que d'ailleurs, il participera à une mission à Apophis. Alors, bien sûr, il passe près de nous, mais parfois il nous tombe dessus. Et donc, on a encore quelques traces sur Terre, puisqu'on a donc 2 tiers d'eau, mais quand même pas mal de désert. Et puis certains cratères, on arrive à les identifier. Alors, ce n'est pas facile, certains, on les connaît, mais si je vous les montrais, vous n'auriez aucune idée que ce sont des cratères. Mais toutefois, on a, alors par exemple, comme par exemple celui qui a contribué à l'extinction des dinosaures, qui est dans le Chicxulub au Yucatan, au Mexique, et qui fait 180 km de diamètre, mais il est enfoui, on ne le voit pas. Mais par contre, il y en a qui sont très bien préservés, comme le Meteor Crater en Arizona, qui d'ailleurs c'est le cratère Barringer et qui a un musée magnifique. On voit même des restes de la météorite de fer qui a fait ce cratère il y a plusieurs dizaines de milliers d'années.
Et le cratère fait à peu près 1,2 km et profond de 200 mètres. Il est magnifique à visiter, c'est vraiment une structure bien préservée qui nous permet de voir qu'effectivement un impact a eu lieu en Arizona par une météorite. Alors, plus souvent, quand l'objet est petit, eh bien, il va exploser dans l'atmosphère. Alors, ça va dépendre de sa taille, c'est au-dessous de 100 mètres, un objet, selon sa densité bien sûr, va plutôt exploser dans l'atmosphère qu'atteindre la Terre. Et des explosions marquantes a été celle d'un bolide au-dessus de la Tunguska le 30 juin 1908. Il y a eu plein de témoignages, il y a eu aussi des enregistrements sismiques aux États-Unis et ça a pulvérisé 2000 km² de forêt détruite. Plusieurs heures plus tard, c'était potentiellement une ville qui y passait. Donc, heureusement pour nous, les événements locaux se produisent la plupart du temps au-dessus de déserts, puisqu'au final, seuls quelques pourcents de la Terre en surface contient des habitants. Donc, c'est ça notre chance aussi. Ce type d'impact se produit à peu près tous les 1000 ans. Mais ça a été quand même un événement marquant parce qu'effectivement, là, on avait des témoins humains d'une forte explosion dans l'atmosphère. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a créé, alors simplement, pardon, pour vous montrer l'échelle, ça, c'est, vous reconnaîtrez l'État de New York, et vous voyez ici ce que ça vaudrait comme explosion au-dessus de New York. Donc, en gros, c'est non seulement New York, mais aussi les proximités de New York qui y passeraient. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, à cause de ça, du coup, le 30 juin a été officialisé par l'ONU comme le jour des astéroïdes. Alors, Asteroids, c'est un mouvement qui avait été initié par Brian May, le guitariste de Queen, Greg Richter, un scénariste de film, et Lord Martin Rees, qui est un cosmologiste fameux, dans lequel ils m'ont invité à faire partie du comité d'experts de ce mouvement. Et tous les 30 juin, on a commencé à faire une série de shows TV en direct pendant 6 heures pour expliquer tous les aspects concernant les astéroïdes, que ce soit le risque d'impact, la science, les ressources. Alors, c'est en anglais, c'est pour ça que ça n'a pas été bien repris en France, mais dans le monde entier, il y a des événements le 30 juin organisés via Astéroïdé, y compris d'ailleurs en Afrique. J'ai fait une conférence virtuelle en Tanzanie, au Brésil, en Inde. C'est extraordinaire. On voit des enfants s'occuper de ça de façon très active. Et tout ça est filmé à partir du Luxembourg, où on est là chaque année, depuis avant le Covid. Là, vous avez Ethan Schneider, le vice-premier ministre à l'époque, qui a changé maintenant, Franco Ongaro, le directeur de l'ESTEC, de l'ESA. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très éducatif et qui a eu tellement de succès que finalement l'ONU a décidé d'officialiser le 30 juin comme le jour des astéroïdes. Alors, plus récemment que la Tunguska, on a eu aussi une explosion au-dessus de la ville de Chelyabinsk. Donc ça, c'était le 15 février 2013, un bolide de la taille de 15 à 20 mètres qui a explosé avec une énergie équivalente à 35 bombes d'Hiroshima à 8 km dans l'atmosphère et qui a provoqué des dégâts parce que, évidemment, les gens, quand ils entendent un choc, ils vont près des fenêtres et il arrive ceci, pendant qu'une dame prend sa pause café, eh bien, elle se prend son collègue sur elle. Et puis, bien sûr, le doute fait que quand on ne sait pas ce qui se passe, l'instinct de survie fait qu'on s'en va. Mais le fait que les gens sont allés devant leur fenêtre, eh bien, a créé des blessés, puisqu'en fait, l'explosion a brisé les fenêtres et donc s'y sont pris des bris de verre sur la figure et donc ça crée 1000 blessés. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est quand vous entendez une explosion, n'ayez pas le réflexe d'aller à vos vitres parce que il se peut que ça puisse créer des bris de verre qui puissent vous blesser. Donc ça, c'est un événement qui a eu lieu donc, en 2013. Et typiquement, ce genre d'événement a lieu tous les ans. Mais là encore, non, pardon, pas tous les ans, tous les siècles. Mais là encore, c'est la première fois que ça se produisait au-dessus d'une ville parce qu'un événement aussi local a une extrêmement faible probabilité de se produire au-dessus d'une zone habitée. Et si ça a lieu tous les siècles, c'est vraiment la première fois que ça s'est produit au-dessus d'une zone habitée. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude, trop d'inquiétude à avoir. Merci d'éteindre les micros pour ceux qui arrivent. Alors, de temps en temps, ça nous tombe dessus. Et donc, ça produit ce qu'on appelle des météorites. Les météorites sont les fragments d'astéroïdes qui, une fois arrivés sur Terre. Donc, on se trompe quand on dit une météorite nous arrive dessus. Par définition, elle nous est arrivée dessus puisqu'on l'appelle météorite. Avant ça, on appelle ça un météore quand elle traverse l'atmosphère. Avant l'arrivée dans l'atmosphère, c'est soit un astéroïde jusqu'aux tailles de l'ordre de 10 mètres, soit un météoroïde. Voilà pour la nomenclature.
Alors, quand ça nous tombe dessus, c'est super, parce que quand on les récolte, c'est comme ça qu'on a pu dater le système solaire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, puisque finalement, les astéroïdes contiennent les matériaux les plus anciens. Et c'est grâce aux météorites qu'on a pu avoir toutes les informations que l'on a jusqu'à présent sur les premiers instants du système solaire, comment un disque de gaz s'est condensé pour former les premiers solides, à quel moment ça s'est produit, il y a 4,567 milliards d'années, etc. Dans d'autres météorites, on a trouvé des acides aminés, donc le lien avec la vie, c'est aussi par l'intermédiaire des météorites qu'on l'a retrouvé. Et puis, certaines contiennent aussi des minéraux hydratés, en gros de l'eau. Et en mesurant une sorte de l'ADN de l'eau qui est le rapport deutérium-hydrogène dans les météorites, on a pu le comparé à celui de nos océans, il est le même. Donc l'idée que les astéroïdes ont apporté l'eau sur Terre aussi est confortée par ces mesures. Donc c'est pour nous très précieux d'avoir ces météorites. Puis parfois, elles tombent sur une voiture, comme ça a été le cas pour le bolide Peacekeeper ici. Et l'anecdote, c'est que cette voiture appartenait à une jeune étudiante en géologie. Elle la vendait pour rien du tout. Puis une fois qu'elle s'est pris la météorite, par contre, elle a pris de la valeur parce que c'était la première voiture qui se prenait une météorite. Donc on voit que ça a parfois un avantage, tant qu'on n'est pas blessé, de se prendre une météorite sur une voiture. Et vous avez pu entendre récemment qu'on a certains bolides qui ont traversé l'atmosphère, dont un d'ailleurs hier aux États-Unis. Il y en a eu aussi en France, on est toujours à la recherche de météorites. Donc ça arrive de plus en plus fréquemment. Non. En fait, c'est simplement qu'on a plus de caméras qui, par hasard, sont organisées soit pour surveiller, etc., et qui observent l'arrivée d'un bolide. Donc, ce n'est pas qu'il y a un risque d'impact plus élevé en ce moment parce qu'on a plus de bolides qui passent l'atmosphère, c'est simplement qu'on les détecte mieux. Et ça, c'est très bien. Pour une autre anecdote, c'est qu'une des dernières chutes de météorites qui a eu lieu en France, elle est tombée sur le toit d'une maison en Essonne, et la dame à qui appartenait la maison s'appelait Madame Comète. Donc, c'est tout à fait adapté. Ça a été bien choisi. Alors, comme je vous le disais, le plus souvent, ça passe près de nous. Et ça vaut pour les météorites comme pour les passages proches. Le nombre de passages prédits augmente, mais pas les. C'est simplement qu'on est mieux organisé actuellement pour observer ces objets et en faire l'inventaire, comme on va y revenir. Et du coup, effectivement, on prédit mieux les passages. Et ça vaut des titres dans les médias, hein, très souvent, et ils parlent de frôler la Terre, ce qui parfois crée une inquiétude. Je reçois des lettres, j'ai une petite fille qui m'a écrit une lettre même manuscrite avec une enveloppe timbrée pour que je lui réponde, parce qu'elle était paniquée par ces annonces de passage, elle avait peur qu'il y ait un astéroïde qui nous tombe dessus, et ça m'arrive assez souvent maintenant à cause de la façon dont sont écrits ces articles que les gens aient peur. Alors les journalistes, évidemment, apprennent, hein, ils sont pas... La plupart d'entre eux, en tous les cas, ne veulent pas faire d'affolement, au contraire. Et donc, on travaille ensemble pour améliorer la communication parce que ce nombre de passages et de prédictions va augmenter avec l'arrivée des grands télescopes comme le LSST qui vont exploser le nombre de découvertes. Et donc, il est fort probable qu'on ait de plus en plus de passages comme ça. Il vaut mieux rassurer les gens. Pour nous, c'est une opportunité d'en apprendre plus parce que plus ils passent près de nous, plus on a accès à des informations intéressantes. Donc, c'est tout l'inverse d'une source d'inquiétude. Mais en attendant, c'est un petit peu un casse-tête d'arriver à gérer toutes ces alertes médiatiques qui peuvent effectivement être anxiogènes. Alors, en termes de fréquence d'impact, justement, pour montrer qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, les fréquences sont très faibles. Quand on parle d'un objet de 10 km de diamètre, qui est le seuil pour éteindre les espèces, hein, les dinosaures, eh bien, c'est tous les 100 millions d'années. Donc, on voit qu'on a vraiment des fréquences d'impact extrêmement faibles. Et pour tous ces objets-là, on les connaît tous, il n'y en a aucun qui nous menace. Un objet de 1 km, qui est le seuil de catastrophe globale, c'est à peu près tous les 500 000 ans, à tous les 1 million d'années. Et là encore, on en connaît plus de 90%. Et pour tous ceux qu'on connaît, il n'y en a aucun qui nous menace. Pour, en tous les cas, les échelles de temps jusqu'auxquelles on peut prédire les impacts, puisque nos calculs sont précis jusqu'à peu près 50 ou 100 ans, ce qui suffit pour s'organiser. Et puis ensuite, quand on descend dans les tailles, évidemment, les fréquences deviennent plus élevées parce que les objets sont plus nombreux. Et pour des objets de 140 mètres, qui est le seuil de catastrophe à l'échelle d'une région, d'un continent, d'un pays, eh bien, c'est à peu près tous les 10-20 000 ans. Et puis, comme je vous le disais, plus on descend dans les tailles, plus c'est fréquent, mais bien sûr, moins c'est dangereux puisque ça ne fait que des dégâts très locaux. Donc, la moralité,
c'est qu'en fait, le risque d'impact d'astéroïdes, c'est le risque naturel qui est parmi les moins probables quand on regarde les fréquences d'impact. Et si on les compare à celles de tsunamis, de tremblements de terre, de volcans, tout ce que on a, soit vous en avez entendu parler parce que ça se passe ailleurs, soit vous les avez vécus, comme moi quand je vais au Japon avec les tremblements de terre. Donc c'est vraiment un des risques les moins probables, mais il a bien sûr des hautes conséquences quand il se concrétise. Et il a un avantage, du coup, c'est que c'est le seul qu'on peut prédire et éviter avec des moyens qui sont en même temps raisonnables et réalisables et qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc en fait, c'est vraiment un très bon message parce qu'on prend ce risque comme une opportunité de se préparer avec des moyens qui sont, comme je l'ai dit, raisonnables et réalisables avant même d'en avoir besoin. Ce qui est très important dans le cadre de ce genre de problème à très faible probabilité mais à haute conséquence. Et c'est ce que j'avais dit dans un article qui est paru dans 01net au mois de juillet l'année dernière. On disait qu'effectivement, on a la responsabilité de se préparer en prenant le temps nécessaire et avec des budgets cohérents. Parce qu'évidemment, si on engouffrait tous les budgets des nations pour étudier un risque qui a très peu de chances de se produire dans notre vécu ou même celui de la prochaine génération, ça serait un peu fou. Mais par contre, s'y préparer avant d'en avoir besoin, c'est très bien parce que c'est un risque qui, comme une pandémie d'ailleurs, nécessite d'être bien organisé. Parce que sinon, on va faire les choses dans l'urgence, les décisions peuvent être extrêmement difficiles, même mondialement pas organisées alors que c'est un problème mondial. Enfin, tout ce qu'on voit actuellement avec la pandémie, qui d'ailleurs n'est pas, je ne jette pas la pierre aux gouvernants, sans faire de politique, parce que quand on est dans l'urgence et qu'on n'a pas encore organisé les choses, c'est très compliqué. Donc nous, on se donne les moyens d'éviter ça. Et alors, comment est-ce qu'on se prépare au risque d'impact? Eh bien, il y a en gros 3 volets. Il y a la prédiction. Donc, prédire, ça veut dire faire l'inventaire de tous les objets potentiellement dangereux, et puis estimer leur probabilité d'impact pour vérifier si on a un risque sur le court ou moyen terme, ou alors si on est complètement tranquille, pour en tout cas, comme je vous disais, les échelles de temps de prédiction. Il y a la prévention, c'est-à-dire qu'il faut mieux connaître ces objets-là, donc les caractériser pour savoir à quoi on a affaire, en plus de les avoir comptés, de savoir où ils sont. Et puis avoir une méthode de déviation qui est validée. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, il y a une organisation mondiale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise pour avoir une réponse politique coordonnée qui permet de prendre une décision à l'échelle internationale sans avoir à débattre en temps réel, sachant qu'on peut ne pas avoir le temps de débattre. Et donc ça, ce sont ces 3 choses qui, d'ailleurs, si vous faites l'analogie avec la pandémie actuelle, c'est la même chose. Il faut prédire éventuellement l'arrivée d'une pandémie, la prévenir, comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'elle se propage, et en parallèle, comment on s'organise pour justement faire en sorte que ça ne se produise pas, ou alors même, si ça se produit, comment traiter le problème. Par exemple, l'Organisation mondiale dont je vais parler maintenant, il y a aussi le fait qu'on peut très bien devoir laisser un objet, parce qu'on n'a pas le temps, tomber sur une ville, et comment la protection civile s'organise pour évacuer, gérer les blessés, etc. Donc il y a tous ces aspects-là. Alors pour ça, heureusement, nous avons commencé à nous organiser, puisque dans les années 2000, donc j'ai moi-même participé à un groupe de travail à l'ONU qui a proposé, et c'est ce qui a été implémenté, d'organiser les choses de cette manière. En gros, de définir 2 groupes qui prennent en charge ce problème d'impact et qui est endorsé par l'ONU. Alors, vous avez un premier groupe qui est le groupe des experts qui va pouvoir définir s'il y a un impact qui risque de se produire. Et puis, vous avez le groupe qui contient les agences spatiales, qui pour l'instant, ici, vous avez les signataires. Alors, il y en a un peu plus encore maintenant. Vous voyez que la plupart des pays sont représentés. Hein. On a le Japon, la Corée, Israël, les États-Unis, la France, la Chine, République tchèque, la Belgique. Enfin, je ne vais pas tous les faire. Mais donc, les agences spatiales qui s'organisent pour définir une réponse si jamais un impact est prédit. Et on a déjà défini un critère au sein de ces groupes-là pour envisager une action. Il faut que la probabilité d'impact soit supérieure à 1% d'ici 50 ans et que le diamètre soit supérieur à 50 mètres. Donc ça, c'est le critère qu'on a défini pour commencer à réfléchir à une action. Et tout ça, ça prend du temps parce que quand on crée ce genre de groupe de travail,
Évidemment, à l'ONU, on est obligé d'émettre des rapports, c'est très bureaucratique, il faut que ces rapports soient traduits dans toutes les langues des pays qui participent à l'ONU. Il faut que le langage soit adapté. Donc, on a commencé dans les années 2000 quand on a découvert Apophis, en fait, en 2004, et on est toujours en train de faire cette organisation. Donc, vous voyez que c'est pour ça que c'est très important de le faire avant d'en avoir besoin, parce que c'est toujours des choses assez complexes de s'organiser. Il y a des tas d'enjeux qui diffèrent d'un pays à l'autre. Tous les pays n'ont pas la même maturité dans le spatial non plus. Donc, tous les paramètres sont très importants et ce qui rend les choses compliquées. Alors, le International Asteroid Warning Network, le I1, donc c'est ce groupe dont le comité de pilotage est montré ici et dans lequel l'Observatoire de la Côte d'Azur est partenaire. C'est le groupe qui représente finalement tous les experts et toutes les organisations qui sont capables d'observer ces objets, de les découvrir, d'étudier de quoi ils sont faits et de calculer les probabilités d'impact pour ensuite alerter et communiquer aussi avec les médias, pour ensuite alerter l'autre groupe qui prend en charge le développement d'une mission ou alors le développement de l'évacuation d'une région si un risque d'impact est caractérisé. Alors, côté NASA, justement, au niveau des agences spatiales, la NASA a mis en place une office de coordination de défense planétaire qui est mandaté par la Maison-Blanche pour gérer ce risque d'impact. Donc, il y a vraiment un bureau de défense planétaire à la NASA avec une personne, Lindley Johnson, qui en est à la tête et qui vraiment est celui qui supervise toutes les activités liées à la défense planétaire pour les États-Unis, avec directement accès à la Maison-Blanche. Côté ESA, on a aussi un programme qui est le Space Safety, donc la sécurité spatiale, qui a été approuvé par le conseil ministériel de l'ESA en novembre 2019, avec d'ailleurs la mission HERA. C'est un nouveau programme optionnel de l'ESA, donc ce sont les pays qui sont intéressés, qui participent et qui souscrivent, et qui contient 3 volets. La défense planétaire, avec tous les aspects dont je vous parle, la météo de l'espace, c'est-à-dire prédire des éruptions solaires qui pourraient affecter les communications et toute l'électronique, et les débris spatiaux, puisque vous savez qu'on a un gros problème de débris spatiaux à gérer et qui ne s'arrangent pas avec les privés qui maintenant envoient plein de satellites qui d'ailleurs nous bouchent le ciel, même pour l'astronomie. Donc c'est un nouveau programme qui a été mis en place à l'ESA. Donc même côté ESA, nous avons, alors ce n'est pas un bureau de défense planétaire, mais un centre de défense planétaire dédié. Et d'ailleurs, au niveau des centres, on a aussi 2 points relais pour faire l'inventaire des objets et calculer leur probabilité d'impact de façon indépendante et pour vérifier qu'évidemment les calculs sont cohérents et robustes. On a le centre du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, qui est là où vous pouvez trouver toutes les informations sur les découvertes actuelles, les prochaines rencontres proches, le risque d'impact, les orbites, et tout ça est transparent. Et de la même manière, vous l'avez à l'ESA. Il y a un centre de coordination Near Earth Object à l'ESA qui, pareil, recense tous les objets dans la liste des risques, le nombre d'objets découverts, etc., etc. Et ça, c'est très bien et c'est très important parce que la transparence est nécessaire, ne serait-ce que parce que lorsqu'on fait les premières observations d'un astéroïde, évidemment, les premières estimations de trajectoire sont relativement mal contraintes parce qu'il faut beaucoup d'observations pour affiner la précision sur la trajectoire. Et donc, très souvent, on peut trouver une probabilité de collision assez grande avec la Terre. Et pour s'assurer qu'elle est réelle, eh bien, il faut continuer à suivre l'objet pour affiner sa trajectoire. Et les abatteurs sont très importants. Ils jouent un rôle extrêmement important dans le suivi des géocroiseurs, à un point peut-être dont vous ne vous rendez pas compte, d'ailleurs vous y participez peut-être, et c'est très très important parce qu'il faut pouvoir avoir une couverture du ciel la plus globale possible et dans les 2 hémisphères, et grâce au réseau amateur, eh bien, on assure un suivi. Et c'est pourquoi il est très important, dès qu'on a une découverte, que les éphémérides et toutes les caractéristiques soient recensées et que les amateurs y aient accès. Et en fait, c'est le Minor Planet Center, le centre des planètes mineures à Harvard, qui récolte tout ça et qui ensuite dispatche les informations sur le site de l'ESA avec du JPL qui ensuite calcule les probabilités d'impact. Donc vous voyez qu'on a une organisation et tout ça c'est fait de façon automatique. On a vraiment maintenant une organisation
très bien faites du côté des États-Unis, au moins du côté des États-Unis et du côté de l'ESA, avec une automatisation des tâches. Tout de suite, les calculs de probabilité sont faits, les alertes sont données si la probabilité est très élevée, avec des échelles établies pour ça, pour savoir ce que l'on fait. Donc voilà, ça c'est bien organisé. Et en parallèle aussi, on a la Commission européenne, donc vous voyez la NASA, l'Agence spatiale européenne, d'autres agences qui s'occupent de ce risque-là, mais on a aussi la Commission européenne qui s'intéresse à ce risque, et depuis assez longtemps, puisque dès 2012, la Commission a commencé à financer sur des appels à projets très sélectifs d'ailleurs, des consortiums pour étudier le risque d'impact. Alors vous avez eu EnioShield de 2012 à 2015, vous avez eu EnioShield 2 qui a pris la suite, et maintenant, nous avons deux consortiums, l'un dont je vous parlerai, puisque c'est moi qui le coordonne, qui est EnioMap 2020 à 2023 et EnioROX 2020 à 2023. Alors, je vous parle très vite de EnioROX. EnioROX, le sujet, c'est effectivement de contribuer à la découverte des objets potentiellement dangereux, donc des observations, et aussi les calculs de probabilité d'impact. Vous verrez que EnioMap, j'en parlerai plus tard, est plutôt focalisé sur les missions spatiales. Donc, vous voyez que maintenant, c'est bien parce que ce risque d'impact est vraiment pris en charge par plusieurs organismes en concertation. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte que les choses s'organisent de façon complètement cohérente et concertée. Et je pourrais rajouter, je ne l'ai pas mis là, que je suis président du groupe de travail sur les géocroiseurs à l'Union astronomique internationale. Donc, l'Union astronomique internationale a aussi son groupe qui, bien sûr, est représenté dans les groupes qui sont à l'ONU, de telle sorte que tout se fasse avec une bonne coordination et de façon très cohérente. Et du coup, tous ces gens-là se réunissent lors de la Planetary Defense Conference qui a lieu cette année à Vienne, alors bien sûr virtuellement, malheureusement, et qui se réunit pendant 5 jours pour faire le point sur les avancées des connaissances dans tous les domaines qui concernent la défense planétaire. Et bien sûr, du coup, il y a plein de communautés, puisque c'est vraiment un sujet très multidisciplinaire, avec les agences spatiales, les industries, les scientifiques, ceux qui font des observations, des modélisations comme moi, les personnes s'occupant de la protection civile, du management de désastres, les experts en communication, parce que le volet communication est aussi extrêmement important, on aimerait que ce soit assez bien organisé, et les experts même en aspects légaux, et tout ça se réunit, présente les avancées, et en plus, en parallèle, on fait un exercice de simulation qui est inventé par un collègue du JPL à Pasadena, qui ne nous donne pas toutes les informations, seulement quelques-unes par jour. Bien sûr, la simulation, c'est qu'un objet va nous tomber dessus, et comment est-ce qu'on s'organise pendant 5 jours pour éviter que ça se produise. Donc, on s'exerce. Vous savez, comme on fait des simulations, comme pour les attentats dans certaines villes. Voilà, nous aussi, on s'exerce, et ça a lieu tous les 2 ans, et la prochaine fois, eh bien, c'est dans à peine 2 semaines, dans moins de 2 semaines que nous avons cette réunion. L'inscription est d'ailleurs gratuite cette année puisqu'elle est virtuelle. Donc, si vous allez sur le site de la conférence, vous êtes vraiment intéressé, je vous y encourage vivement si vous êtes intéressé, puis tout est en anglais, vous pouvez vous inscrire. Alors, bien sûr, comment se prépare-t-on au risque d'impact? Maintenant, le volet prédiction. Donc, faire l'inventaire des objets potentiellement dangereux et calculer leur probabilité d'impact. Alors, au niveau prédiction, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, nous avons 26 732 géocroiseurs découverts. Donc, on avance beaucoup. Et vous voyez ici, alors ça, ce n'est pas la même information. Ça date du 5 janvier 2020. Le taux de découverte, comme vous voyez pour les objets en fonction de l'année, comme vous voyez, les objets de 1 km, on est en train de stagner parce qu'on les a quasiment tous découverts. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour les objets qui représentent le seuil de catastrophe globale, on a à peu près tranquille, on les a tous découverts, il n'y en a aucun qui nous menace. Et puis bien sûr, ça monte encore pour les objets de 140 mètres, qui est le deuxième but, c'est d'atteindre 90% des objets plus grands que 140 mètres pour identifier vraiment le risque de catastrophe régionale. Et puis pour tous, évidemment, là, ça continue à monter, et puis ils sont très nombreux, donc c'est pour ça qu'on dépasse la vingtaine de milliers. Et ce qui est frappant, c'est qu'en fait, en dépit de tout ce que je vous ai dit sur l'organisation, qui est en train de se faire avec les calculs de probabilité automatisés, etc., en réalité, il n'y a que 2 télescopes qui produisent la plupart des découvertes, qui vous sont montrés. Donc ça, c'est en année, ça, c'est le nombre de découvertes, et les couleurs représentent le nombre de découvertes par télescope. Et vous voyez qu'il y a 2 télescopes qui dominent depuis quelques années. C'est le Catalina Sky
en Arizona et le Pan-STARRS à Hawaï. Et ce qu'il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas, c'est que ces deux télescopes ne sont même pas dédiés à la découverte des astéroïdes. Ce sont des télescopes dédiés à l'astrophysique en général. Et bon, quand on observe le ciel, bien sûr, et qu'on a des grands télescopes, ce qui passe dedans, on récolte. Mais ce n'est même pas un programme dédié. Nous n'avons pas de programme dédié à la découverte de ces objets. On ne fait que profiter des grands télescopes en espérant qu'on a assez de temps pour faire la découverte de ces objets-là, ce qui est à peu près incroyable alors qu'on est tellement bien organisé. Et en fait, quand on regarde la découverte des géocroiseurs supérieurs à 140 mètres par programme, le total estimé à peu près de 25 000, eh bien, il nous manque encore au moins 60% d'entre eux. Donc, on a découvert à peine 40%, 30 à 40% de ces objets. Et au taux actuel de découverte, sans télescope dédié, même avec le LSST qui va être mis en place, et puis l'autre volet de Pan-STARRS, il faudra au moins, voire plus de 30 ans pour faire l'inventaire. Alors, on pourrait dire, de toute façon, vu les fréquences d'impact, c'est tous les quelques dizaines de milliers d'années, on prend le temps pour le faire, on n'a pas besoin d'investir plus, et ça se défend. Moi, je ne suis pas nécessairement pour qu'on soit dans l'urgence vu les risques, mais pourquoi pas monter, pour le coup, un télescope spatial qui pourrait le faire beaucoup plus rapidement parce qu'il est dédié et parce qu'on s'affranchit de l'atmosphère, on n'a pas ce biais observationnel qui vient du fait qu'on est obligé d'observer à l'opposition, donc on a une couverture de ciel plus globale. Et effectivement, c'est ce que la NASA et le Congrès américain ont décidé. Donc c'est cette mission qui s'appelle NEO Surveillance Mission, qui devrait partir en 2025 et qui pourra découvrir en 10 ans 90% des objets plus grands que 140 mètres et qui pourra aussi calculer leur probabilité d'impact sur un siècle parce qu'elle va faire le suivi. Et avec un énorme avantage par rapport au télescope optique depuis le sol, c'est qu'on pourra déterminer leur taille d'après leur signature dans l'infrarouge, parce qu'il y aura un volet infrarouge sur ce télescope. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Eh bien, tout simplement parce que dans la lumière visible, la luminosité de l'objet ne correspond pas à la taille. En fait, l'objet il réfléchit qu'une partie de la lumière et il peut être aussi brillant s'il est petit et qu'il réfléchit beaucoup et s'il est gros et qu'il réfléchit peu. Alors que dans l'infrarouge, la lumière est directement proportionnelle à la taille. Donc du coup, on n'a pas besoin de savoir quelle est la fraction de lumière réfléchie. Et donc c'est ça qui nous intéresse, d'avoir la taille de l'objet, parce que c'est avec la taille qu'on estime les dangers qu'un objet peut créer. Et avec NEOSM, eh bien, on aura la possibilité non seulement de faire l'inventaire et d'avoir la taille des objets, ce qui est très intéressant d'ailleurs, pas seulement pour la défense planétaire, aussi scientifiquement. Alors là, ça vous montre simplement le champ d'observation de NOSM. Donc, on aura vraiment une couverture quasi globale du ciel. Ça, c'était NOWISE qui nous a permis déjà d'avoir quelques objets. Mais avec NOSM, on aura y compris les objets qui sont à l'intérieur de la trajectoire de la Terre, ce qui est très intéressant parce que ces objets-là, il suffit qu'ils rencontrent Vénus et leur trajectoire peut à nouveau croiser la Terre. Donc, on veut aussi, et cela par contre, on peut le voir qu'au dernier moment. Donc, si on peut tous les identifier et calculer leurs évolutions, ça sera absolument intéressant. Alors, ça, c'est le volet prédiction. Donc, vous voyez, on a les télescopes au sol qui, en 30 ans ou plus, pourraient nous donner l'inventaire de tous les objets potentiellement dangereux et nous dire si on a un risque dans les prochains siècles. Et il y a le volet prévention qui nécessite d'une part de caractériser ces objets et d'autre part d'avoir une méthode de déviation qui est validée. Alors, l'ESA a été vraiment pionnière dans ces problèmes de risque d'impact. Et c'est important de le dire parce qu'on parle tout le temps de la NASA, qui est certes une grande agence, mais nous avons une agence spatiale européenne qui est extraordinaire et qui a vraiment été pionnière, puisque dès le début des années 2000, eh bien, elle a décidé de prendre en charge ce problème en créant un panel d'experts, le Nicholas Object Advisory Panel, qui a émis un rapport de recommandation qui a abouti à recommander une mission qui s'appelait Don Quichotte à l'époque, qui consistait à effectuer le premier test de déviation d'un astéroïde par la technique qu'on appelle de l'impacteur cinétique, c'est-à-dire un projectile à haute vitesse qui tape sur un astéroïde pour le dévier de sa trajectoire. En gros, on joue au billard. Et cette étude, ceci a abouti à une étude en phase A, et puis ça a été rangé dans les cartons parce qu'il n'y avait pas de programme dédié. Il n'y avait pas le Space Safety Programme, et les délégations européennes aiment bien mettre des choses dans des cases, et donc
ça a fini dans les cartons. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard, puisque c'était le père ou la mère de la mission Hera et de DART. Mais avant ça, je veux parler de caractérisation, c'est-à-dire qu'il est essentiel de connaître son ennemi, même si je considère les astéroïdes comme des amis, pour mieux s'en protéger. Et ça, c'est lié aussi à la méthode d'impacteur cinétique, parce que la réponse à un impact d'un objet dépend effectivement de ses propriétés physiques. S'il est comme une éponge, il ne réagira pas de la même manière que si c'est une barre métallique. Donc, on a besoin de savoir quels sont ces objets. Et pour ça, on n'a pas beaucoup de moyens, parce que depuis le sol, effectivement, comme je vous le disais, ils émettent une faible lumière, on a très peu de données qui nous renseignent sur ce volet-là, qui sont les propriétés physiques. On peut faire un peu de composition, j'en ai parlé la dernière fois, mais encore très sommaire. On a quand même des choses, la vitesse de rotation, la forme éventuellement, mais la structure interne et les données précises de surface, est-ce que c'est du sable, du gravier, des rochers? On ne peut pas le savoir. Donc, en fait, c'est avec les missions spatiales qui nous permettent de faire ça. Et je vous ai parlé la dernière fois d'Hayabusa 2 Osiris-Rex. Et vous voyez qu'on a une abondance de missions, celles en bleu clair notamment dans le futur, qui vont nous permettre de mieux comprendre de quoi sont faits ces objets. Hayabusa 2 Osiris-Rex nous ont déjà permis d'énormes avancées. Et on a les modélisations aussi qui nous aident. Et en fait, là, vous voyez les images qui vous montrent la grande diversité de corps auxquels on a affaire. Quand on regarde les images qui ont été prises, là, c'était jusqu'en 2010, d'astéroïdes par des missions spatiales. Et ce que l'on a compris, c'est que la plupart des petits astéroïdes, et en particulier les géocroiseurs qui viennent de destruction d'astéroïdes dans la ceinture des astéroïdes, eh bien, sont des agrégats. Et ça, c'était dans le début des années 2000. J'avais été, je dois dire, pionnière avec mes collaborateurs pour comprendre ça par des simulations numériques qui montraient que quand on casse un corps dans la ceinture des astéroïdes, donc ici vous voyez une simulation d'impact sur un astéroïde dans lequel on prend en compte toute la physique de la fragmentation des roches, de l'endommagement et bien sûr tous les processus internes d'échauffement, etc. Eh bien, aux vitesses typiques qui ont lieu dans la ceinture des astéroïdes, typiquement, on casse d'abord l'objet en tout petits morceaux de taille d'une dizaine de mètres au plus. Et en fait, ensuite, ce sont ces morceaux, quand les fragments sont créés et qui font une dizaine de mètres, eh bien, quand on calcule ce qui se passe ensuite, sous l'effet de leur propre attraction, certes très faible, eh bien, leur vitesse relative peut être suffisante pour que, lorsqu'ils s'échappent, ils se suivent et ils ont tendance à se réagglomérer pour former des agrégats. Et donc, en fait, la plupart des fragments d'une destruction d'astéroïdes dans la ceinture sont des agglomérats de roches, simplement parce qu'une fois que le corps est cassé, les choses ont tendance à se réaccumuler. Et on l'a montré, ça expliquait bien, très bien Itokawa dans cette simulation. On l'a aussi montré pour Ryugu et Bennu, qui sont pareils, des objets qui viennent de destruction d'un corps dans la ceinture des astéroïdes, où on a montré qu'effectivement, quand on casse un tel corps, on arrive aussi à produire des objets qui ont la forme de Ryugu et Bennu. Et ce qui explique parfaitement leur faible densité. Toutes les densités qu'on a pu mesurer, que ce soit pour Itokawa, Ryugu, Bennu, enfin les géocroiseurs, ont toujours une densité qui est bien plus faible que celle d'une roche solide. Ce qui veut dire qu'il y a du vide dans leur sein, et le vide, on l'explique bien parce que quand on réagglomère des roches entre elles, eh bien, on a une certaine porosité qui vient du fait que, bien sûr, elles essaient de vide entre elles. Donc, on a déjà un indice qu'on a affaire non pas à des corps monolithiques, mais à des agrégats. Et encore mieux, on a identifié un effet thermique qui s'appelle l'effet Yorp, qui vient du fait que quand un astéroïde reçoit la lumière du Soleil, eh bien, le temps qu'il la réémette, il aura un petit peu tourné et il la remettra dans une autre direction. Un petit peu comme le Soleil est au zénith à midi et il fait chaud à 3 heures, le temps que la chaleur soit réémise du sol terrestre. Et cette différence de direction entre ce qu'il reçoit et ce qu'il réémet peut créer un couple qui peut accélérer ou d'ailleurs décélérer sa période de rotation. Et ce que l'on a montré, c'est que quand on soumet un agrégat à cet effet Yorp et qu'on accélère sa rotation, alors vous allez voir une simulation qui vous montre une vue de côté et une vue de dessus, eh bien quand on accélère la rotation, les particules qui sont au pôle de l'astéroïde ont tendance à migrer vers l'équateur, là où la force centrifuge est maximale. Et quand la force centrifuge dépasse la gravité, ces particules peuvent se réaccumuler pour former un petit satellite naturel.
Et ça explique bien la formation des astéroïdes doubles dont on a à peu près 15% dans la population des astéroïdes. Et ça explique d'ailleurs aussi la forme en toupie qui est assez caractéristique des corps centraux des astéroïdes doubles et aussi d'ailleurs de Bennu et Ryugu, même si on peut l'obtenir par la réaccumulation directement. Donc déjà, vous voyez qu'avec ces caractérisations, ces premiers efforts, eh bien, on voit qu'on a affaire plutôt à des agrégats, pas des corps monolithiques, qu'on a aussi des astéroïdes doubles dans la population des astéroïdes, et tout ça, il faut en tenir compte. Et au final, ce que nous ont montré toutes les missions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, et que je vous ai dit la dernière fois d'ailleurs, c'est qu'on a en fait affaire à une incroyable diversité géologique sur ces objets, qui sont des agrégats faits de roches de différentes morphologies, peut-être même de différentes compositions, de sol qui n'est jamais de la roche dure, monolithique, mais plutôt du sable, du gravier ou une accumulation de rochers et qui est impossible à prédire quand on observe depuis le sol terrestre. Donc, c'est vraiment des objets extrêmement riches et fascinants du coup, mais qui effectivement rendent difficile la prédiction de l'effet d'une technique de déviation parce que le projectile va interagir avec une surface extrêmement complexe et donc comment son moment, sa quantité de mouvement va se transmettre eh bien, est assez compliqué à savoir. D'autant plus qu'il n'y a pas que cette méthode de déviation, impacteur cinétique. En fait, on a trois grandes méthodes auxquelles on pense. Bon, bien sûr, il y a l'explosion nucléaire à proximité de l'astéroïde, parce que l'idée, ce n'est pas de détruire l'astéroïde en plusieurs morceaux qui nous tomberaient dessus, mais plutôt de faire exploser une charge nucléaire à proximité, et les rayons X peuvent ablater la surface, et ça peut effectivement créer une force de réaction qui le dévie, avec bien sûr une énergie beaucoup plus grande que ce que l'on aurait avec d'autres techniques. C'est pourquoi cette technique ne serait utilisée que pour des très gros objets, au-delà du kilomètre, ou alors en tout dernier recours si on découvre ça en dernier moment. Et c'est bien sûr une technique qui ne peut pas être testée, c'est interdit par les traités internationaux et c'est tant mieux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on met de côté et qu'on utiliserait vraiment en dernier recours, mais qu'on n'envisage pas. Alors ensuite, il y a le tracteur gravitationnel. Donc l'idée cette fois-ci, c'est de mettre un satellite à proximité d'un astéroïde et la masse du satellite va attirer l'astéroïde vers lui et va pouvoir dévier l'astéroïde. Alors bien sûr, ça ne peut marcher que pour des petits astéroïdes parce qu'il faut que la masse du satellite soit suffisante pour l'attirer. Et ça sera une méthode assez lente de déviation. Il faut plusieurs mois pour arriver à dévier la trajectoire, avec la complexité de maintenir une distance fixe entre le satellite et l'astéroïde. Mais en tout cas, elle a l'avantage que la déviation est déterministe, puisque c'est la simple loi de Newton qui crée l'attraction. Et donc, du coup, celle-là, on la contrôle parfaitement. Ce qui d'ailleurs pose un problème géopolitique, parce que comme ça marche que pour des petits objets qui font des dégâts régionaux, vous voyez où je veux en venir, on pourrait contrôler la déviation. Et c'est pourquoi, dans les groupes de travail à l'ONU, on fait en sorte de légaliser une action pour éviter que quelqu'un ait la mauvaise idée de vouloir dévier un astéroïde vers un autre pays. Alors, on n'en est pas là parce qu'il faudrait déjà contrôler cette technique et c'est loin d'être simple. Et enfin, il y a l'impacteur cinétique dont je vais vous parler. Alors, avant de vous parler d'impacteur cinétique, on a une première expérience d'impact qui a été faite par la mission Hayabusa 2, je vous en ai parlé la dernière fois, et qui montre qu'on est loin de maîtriser ce qui se passe quand on fait un impact, d'où l'intérêt de tester et de vérifier, de mieux comprendre ce phénomène. Donc, ces impacts qui avaient été faits par Hayabusa 2, c'était un projectile de 2 kg lancé à 2 km par seconde sur l'astéroïde Ryugu. L'idée, ce n'était pas de dévier parce que l'énergie était bien trop faible, mais de révéler un cratère et de puiser des échantillons à proximité. Et on a pu voir qu'il y a eu beaucoup d'éjecta, mais beaucoup qui sont retombés alors qu'on s'attendait à ce que tout s'en aille, vu la faible gravité de l'astéroïde. Donc déjà, premier problème. Et la deuxième chose, c'est que le cratère était bien plus gros que ce qu'on le pensait. On avait prédit 2 à 3 mètres de diamètre sur la base des simulations numériques que nous avions faites, et il fait 15 mètres, ce qui ne peut être expliqué que s'il n'y a pas de cohésion à la surface, qu'il y a encore quelque chose qui nous trouble. Donc tout ça pour dire que cette première expérience nous a montré que prédire ce qui allait arriver est très très compliqué. Donc il nous faut faire une autre expérience, et si possible, à l'échelle d'une déviation d'astéroïde cette fois-ci. Et alors avant de vous parler de ça, il y a une dernière caractérisation qui va être faite, c'est la mission étendue Hayabusa 2, qui va maintenant faire un rendez-vous en 2031 avec un petit objet de 30 mètres de diamètre qui tourne en 10 minutes sur lui-même. Et ces petits objets sont très abondants chez les géocroiseurs. Donc ça sera très important, très intéressant de voir de quoi ils sont faits, bien qu'on
n'envisage pas de dévier un objet de 30 mètres, mais s'il nous arrivait dessus, au moins on saurait s'il a une probabilité de se désagréger, d'exploser dans l'atmosphère ou de nous tomber dessus. Donc il y a un lien avec la défense planétaire dans cette mission étendue. Alors le premier test de déviation, c'est donc DART et HERA. Donc DART, c'est la NASA, et HERA, c'est l'ESA. Et en fait, HERA, c'est une mission qui va permettre à l'Agence spatiale européenne de dire aux Européens, ben, vous voyez, vous avez plus de chances que les dinosaures, puisque vous avez une agence spatiale qui s'occupe de ce problème. Et je dis bien s'occupe, pas se préoccupe, parce qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, en tous les cas pour l'instant. La cible de ces deux missions, c'est Didymos, c'est un astéroïde double. Donc vous avez un corps primaire et un corps secondaire, Dimorphos, et c'est celui-là qu'on va taper pour le dévier de sa trajectoire autour du corps central. Parce que l'idée, ce n'est pas de dévier un astéroïde quand on fait un test autour du Soleil, parce qu'on ne veut pas le mettre sur une mauvaise trajectoire. En déviant la trajectoire du petit satellite autour de son corps central, on ne dévie pas la trajectoire du système. Didymos, le corps central est si gros que le centre de masse est à l'intérieur de Didymos. Donc, on ne crée pas de perturbation. Donc mais pour un test, ça suffit. Et ces deux missions sont soutenues par une collaboration internationale qu'on appelle AIDA, pour Asteroid Impact and Deflection Assessment, qui est en fait ce réseau international qui soutient le développement de DART et HERA et qui organise scientifiquement et techniquement les choses pour pouvoir analyser les données, etc. Donc DART, en fait, est une mission qui va être lancée fin novembre. Alors, pour l'instant, la date nominale, c'est le 24 novembre 2021, depuis la Californie, par un lanceur de SpaceX. La fenêtre de tir s'étend jusqu'en mi-février 2022, pour un impact très rapidement après, puisque c'est début octobre 2022. Et c'est très important de le faire à ce moment-là, parce que Didymos passera près de la Terre, enfin pas très loin de la Terre, à cette époque-là, et donc on pourra même mesurer le changement de la période orbitale de Dimorphos autour de Dimorphos par les radars terrestres. Donc ça nous permettra déjà d'avoir une première idée de ce qui s'est passé. Alors donc, comme je vous l'ai dit, le lancement aura lieu à l'automne en principe, et juste avant de faire un impact, ce projectile de 560 kg, qui va taper à 6 km par seconde, donc très très fort, il va déployer un petit CubeSat appelé Lucia Cube, qui est un CubeSat italien, qui va nous donner les premiers instants, observer les premiers instants après l'impact, donc les premières éjectas. Mais malheureusement, on ne verra pas le cratère parce que dans des conditions de gravité si faibles sur Dimorphos, le cratère met des dizaines de minutes à se former et Lucia Cube ne peut fonctionner que quelques minutes. Mais on aura déjà une première idée de l'éjection de matière, ce qui reste intéressant. Et d'ailleurs, on a fait des simulations avec mon ancien postdoc Yang Yu, qui ont montré ce qui pouvait se passer. Donc ici, vous voyez les éjectats produits par l'impact et dont certains d'ailleurs se réaccumulent sur Didymos et peuvent même le recouvrir potentiellement, ce qui pourrait changer ses propriétés spectrales. Et c'est là que je devrais vous dire une chose, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que quand on tape sur un astéroïde, eh bien, la quantité de mouvement transmise à la cible est celle du projectile, mais qui peut être faible, parce que même un objet de 560 kg qui tape à 6 km par seconde, sa quantité de mouvement va perturber à peine de quelques minutes la trajectoire du secondaire autour du primaire. On pourra quand même le mesurer depuis le sol. Mais s'il y a de la matière qui est éjectée dans le sens opposé à la direction de l'impact, la quantité de mouvement prise par cette matière s'ajoute à celle du projectile. Et donc, on augmente la déviation. Donc, en fait, ça veut dire qu'un objet qui est très poreux, qui absorbe le choc, et donc il n'y a pas d'éjecta réémis quand on tape, eh bien, il sera moins dévié parce qu'il n'y aura que la quantité de mouvement transmise par le projectile qui sera transmise, la quantité de mouvement du projectile sera transmise. On déviera moins que si on a un objet plutôt fragile qui va émettre des éjectats dont la quantité de mouvement va s'ajouter à celle du projectile. Donc, l'idée, c'est de maximiser la quantité de mouvement et donc de créer des éjectats. Et bien sûr, ça dépend de la nature du corps. Alors, pour pouvoir vérifier ce qui s'est passé et vraiment interpréter, et savoir effectivement à quoi correspond la quantité de mouvement qui a été transmise, est-ce que le corps était poreux, est-ce qu'il est résistant, est-ce que c'est un agrégat ou pas, il nous faut une mission spatiale qui va aller sur la scène du crime. Et donc, c'est HERA. Donc, HERA a été approuvé au Conseil ministériel de l'ESA en novembre 2019, après, comme vous l'avez vu, presque 20 ans d'efforts et de batailles et d'échecs et de repropositions, etc., etc. Grosse aventure. Vous avez un site qui n'est pas encore en ligne, mais que nous allons ouvrir, je pense, vendredi,
qui est le site que j'ai construit avec un collègue de la communauté ERA, avec des images magnifiques, plein d'enseignements, bon, en anglais, désolé, mais vous aurez toutes les informations, quels sont les gens dans l'équipe, quels sont les instruments, etc., etc. Et vous avez bien sûr aussi le site de l'ESA officiel d'ERA, mais qui est moins exhaustif sur certaines informations. Et donc, ERA va aller voir ce qui s'est passé. Alors avant ça, parce que j'aime bien le côté aventure humaine, nous avons une équipe scientifique qui est extraordinaire, avec un manager de la mission, Ian Carnelli, qui est vraiment fantastique et qui s'est beaucoup battu aussi pour faire passer la mission au conseil ministériel, un project scientist à l'ESA aussi, Michael Coopers, et puis plusieurs groupes de travail. Vous voyez que c'est très international, hein, et pas seulement européen, puisque nous avons aussi une contribution japonaise et bien sûr les membres de DART américains qui participent à ce groupe AIDA avec nous. Donc c'est très coordonné. Vous voyez ici l'équipe au Muséum d'Histoire naturelle à Berlin, Yann Carnelli avec un des advisors de la mission lors du astéroïdé. Enfin bref, c'est toujours, comme je le dis, toujours les missions spatiales, c'est des aventures humaines et aussi culturelles, parce qu'on est plein de pays qui travaillons ensemble. Et tout ce monde est vraiment fantastique, et c'est très important d'avoir une équipe qui est soudée, qui travaille dans une bonne atmosphère, parce qu'il y a des moments quand même extrêmement difficiles, et ça compte, le fait de savoir qu'on peut se faire confiance. Alors, les premières DERA vont être nombreuses, puisqu'en fait, vous voyez la cible hein, de 160 mètres de diamètre, qui est à peine aussi grosse que Otoine Saxum, qui est cette roche qui est sur Ryugu, qui nous étonne toujours. Mais qu'est-ce que c'est qu'un rocher libre dans l'espace de cette taille-là? On n'en a aucune idée. En plus, ça sera le premier rendez-vous avec un astéroïde double, donc on n'a jamais fait de rendez-vous. Il y aura un survol d'un astéroïde double par une mission américaine un peu avant, et là, c'est le premier rendez-vous. C'est un astéroïde dont la taille est dans un régime très intriguant, je vais vous en dire 2 mots. Et avec DART, on fera donc la première expérience d'impact documentée à cette échelle, et encore mieux, la première mesure directe de structure interne par un sondage radar, avec d'ailleurs une expertise qui est française, Alain Éric à Grenoble, qui est le responsable de ce radar. Et donc, c'est la première fois qu'on va vraiment avoir des mesures, des informations directes sur la sous-surface et la structure interne. Jusqu'à présent, toutes les informations qu'on a viennent de la mesure de la densité volumique sur les autres astéroïdes, et qu'on compare avec celle des météorites, et qui nous donne un indice du degré de porosité, mais il n'y a jamais eu de mesure directe. Donc ça, on attend ça avec impatience. Alors, il y a aussi des enjeux scientifiques. Hein. 15% des astéroïdes sont binaires. Comment ils se forment? Quelle est la structure des 2 corps qui est liée à leur processus de formation? On a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que Didymos est à la limite de stabilité. Ceci est une simulation par ma postdoc Yoon Zhang, et on voit que selon sa cohésion, il est juste à la limite de stabilité, et donc on a un objet qui est proche, à l'intermédiaire entre la destruction et l'accrétion. Et il y a plein d'implications scientifiques là-dedans sur l'histoire des processus d'accrétion dans le système solaire. Alors, Dimorphos lui-même a une taille qui est dans un certain régime. Donc, sans aller trop loin, ici, vous avez la période de rotation des astéroïdes en fonction de leur taille. Et vous voyez 2 régimes, un en bleu et un en rouge. Vous voyez qu'ici, à partir de à peu près 1 km de diamètre, l'astéroïde ne peut pas tourner plus vite qu'une certaine valeur qui semble fixe, qui est à peu près 2,2 heures, parce qu'en fait, c'est le seuil au-delà duquel la force centrifuge dépasse la gravité. Donc, ce qui nous dit que ces objets sont dominés par leur gravité. Si la force centrifuge dépasse la gravité, ils cassent. Au-dessous, ils peuvent tourner beaucoup plus vite parce que ça ajoute la cohésion. Donc, si l'objet n'est pas uniquement dominé par sa propre gravité, des rochers collés ensemble par la gravité, mais qui sont collés aussi par des forces de cohésion, ils peuvent tourner plus vite. Et on voit que Dimorphos eh bien, est dans une taille qui est à la transition entre les 2 régimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un agrégat dont les roches sont purement dominées par leur propre attraction? Est-ce que c'est un agrégat qui a un peu de cohésion? Tout ça, on ne sait pas. Et c'est une taille qui est très intéressante pour la défense planétaire, parce que c'est justement, il est au seuil de catastrophe régionale. Qu'est-ce que c'est en termes de structure mécanique? Qu'est-ce que c'est qu'un objet de la taille de Dimorphos? C'est ça qu'on va vouloir vérifier. Dans le contexte d'Hayabusa 2 Osiris-Rex, Ryugu faisait 870 mètres de diamètre, Bennu 560 mètres, et on voit qu'on descend en taille par un facteur 3 par rapport à Bennu, et donc on fait un autre pas vers les attractions faibles. Et on sait que le comportement de la matière est très différent selon la gravité de surface. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment la matière se comporte dans un régime de gravité d'un corps de 160 mètres de diamètre? On ne le sait pas. Et ça, c'est très important aussi pour comprendre certains processus et pour savoir aussi comment gérer ces objets-là. Alors, le satellite Terra
Il est montré ici, l'industrie principale est OHB, mais on a aussi des contributions de Thales Alenia Space, de GMV en Espagne. Bon, c'est un consortium industriel. Et il a plusieurs instruments, dont bien sûr des caméras, que vous voyez ici. Un LIDAR, qui est un laser, un altimètre laser, qui est ici. Et deux CubeSats dont je vais vous parler, Juventas et Milani, et puis une liaison intersatellite pour faire la communication et pour améliorer aussi la mesure du champ de gravité. Le lancement aura lieu en octobre 2024 par une Ariane 6 pour une arrivée vers l'astéroïde le 28 décembre 2026. Donc, le jour de l'an se passera avec les premières images de Didymos et puis après plusieurs phases pendant plusieurs mois d'opérations autour de l'astéroïde. Alors, bien sûr, l'idée, c'est de caractériser pleinement la cible par une inspection visuelle, par un LIDAR qui va nous permettre de mesurer la masse, de faire toute la topographie de surface. Donc, vraiment d'avoir une information complète de la cible, sachant que si on veut valider les simulations d'impact, il faut partir avec les bonnes conditions initiales. Ces conditions initiales, ce sont les propriétés de la cible. Ensuite, on va déployer deux CubeSats qui vont nous permettre de faire des analyses un peu plus poussées à proximité et dont je vais vous parler, avec aussi une liaison intersatellite. C'est un test technologique, l'ESA ne l'a jamais fait, où les CubeSats vont communiquer avec le satellite mère, leurs données, et ça va nous permettre aussi d'avoir une très bonne précision sur leur trajectoire, qui est bien sûr perturbée par la masse du système, donc on aura le champ de gravité du système très bien mesuré. Alors, le CubeSat Juventas, qui est développé par le Luxembourg, et qui a donc une contribution française forte avec le radar, eh bien, il va nous permettre de faire le sondage par radar de la structure interne. Vous voyez comment est-ce qu'il va opérer, la trajectoire qu'il aura autour du système. Et il a donc un radar basse fréquence qui va nous permettre de faire du sondage. Il a aussi les liaisons intersatellites qui vont permettre de mesurer le champ de gravité. Et puis, il a aussi des accéléromètres et un graphimètre, parce qu'en fait, Juventas va se poser à la fin à la surface. Et en mesurant les propriétés de rebond grâce à l'accéléromètre, on va en déduire les propriétés mécaniques de surface et leurs réponses. Et ça, c'est le seul moyen de le faire, c'est de toucher la surface. Je vous l'avais dit pour Osiris-Rex, quand la récolte d'échantillons a eu lieu, la surface a répondu d'une manière qui n'était absolument pas attendue sur la base des images. Donc, ça veut dire que tant qu'on ne touche pas, on ne sait pas. Et là, c'est très intéressant. Juventas va finir sur la sonde, sur l'astéroïde. Et pareil pour le CubeSat Milani, qui lui est dédié à la composition de l'astéroïde. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais on aura aussi des données de composition. Et enfin, tout ça est soutenu par le projet NEOMAP, qui est financé par la Commission européenne, dont j'ai la chance d'être coordinateur. Donc, ça a été un appel à projet, on a répondu, on a été sélectionné. Enfin, c'est toujours des choses assez compliquées. Et donc, il y a 15 partenaires, dont 2 industries, que sont GMV et Airbus Defence and Space, qui sont dans ce consortium. On a un advisory group, dont Brian May, qui nous fait des images stéréo de modélisation, ce qui est toujours très sympathique, et puis il nous aide aussi pour la communication au public. On a fait un communiqué de presse récemment via l'ESA sur notre dernière publication avec lui. Et les objectifs sont évidemment de soutenir le développement de la mission HERA et de produire des avancées significatives dans 2 grands domaines, qui sont la compréhension physique et les modélisations numériques du processus d'impact, puisque comme vous l'avez vu, on a encore des gros problèmes à modéliser ce processus dans les conditions de gravité d'un astéroïde. Aussi modéliser leur structure interne et la dynamique des systèmes binaires, par exemple. Et puis, il y a une phase développement d'instruments dédiés aux missions d'exploration d'astéroïdes, que ce soit pour la défense planétaire ou autre. Et bien sûr, une nouvelle approche multi-instrumentale pour analyser les données. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment mieux exploiter les données pour les produits que l'on veut produire, et les connaissances que l'on veut produire, et bien sûr aussi un volet opération. Et donc ça, c'est très intéressant. Bon, il y a plein de groupes de travail, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous montre simplement une activité qui a été faite dans le cadre de NEOMAP avec ma postdoc Yoon, publiée très récemment. C'est en open access pour ceux qui sont intéressés, mais bon, c'est très technique. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, selon la cohésion de Didymos, il va agir très différemment. Et c'est vraiment, ça montre que ces objets sont très sensibles du fait de leur faible gravité. En effet, par exemple, si vous regardez les pentes sur l'astéroïde, quand on les calcule, donc ça c'est le corps principal de Didymos, si sa densité est de 2,1 grammes par centimètre cube, vous voyez qu'il a de très fortes pentes sur les 2 hémisphères. Si la densité, on l'augmente à peine de 0,6 grammes par centimètre cube, ça change du tout au tout. Donc c'est un environnement extrêmement sensible. Et pire, une différence de quelques pascals
dans la cohésion fait toute la différence. Donc ça vous montre des films de simulation où on fait tourner le corps sur lui-même et vous voyez qu'il se casse différemment et il y a une période de rotation différente selon son niveau de cohésion et sa densité, bien sûr. Et ce qu'on a montré, c'est qu'une différence de quelques pascals dans la cohésion, donc quelques pascals, ça correspond à quand vous posez une feuille d'arbre sur votre main. À peine ça fait toute la différence. Donc on est vraiment sur des objets qui sont extrêmement sensibles. C'est pour ça que c'est très important de continuer à les étudier, à les caractériser, parce qu'ils défient notre intuition. Et sans aller les voir et sans ces activités de modélisation, il est impossible simplement par l'intuition ou les expériences sur Terre de les comprendre. Et ça, le projet NeoMap soutient beaucoup d'activités là-dessus. Donc il va vraiment fournir des nouveaux modèles numériques et des études techniques pour ERA, et puis développement de nouvelles techniques d'analyse de données, etc. Et ça nous permet aussi, bien sûr, d'étendre l'expertise déjà bien grande et de pérenniser cette expertise des scientifiques ingénieurs européens. Donc ça, il faut remercier la Commission européenne de financer ces activités et bien sûr l'Agence spatiale européenne et les États membres d'avoir approuvé ERA parce que, évidemment, cette mission fédère toute la communauté et permet de motiver toutes ces activités. Voilà, donc je vais définir là en disant simplement que la défense planétaire, c'est un enjeu international dans lequel on est en train de s'organiser aussi bien pour le volet détection que le volet défense planétaire, déviation d'astéroïdes et bien sûr le volet coordination, réponse organisée politique. Et tout ça, bien sûr, avec des aventures humaines toujours extraordinaires. Et on espère d'ailleurs pouvoir reprendre des voyages rapidement parce que ces interactions physiques nous manquent pour avancer. C'est souvent, en fait, pendant les pauses, dans les réunions, que se jouent plein de choses parce que c'est autour d'un café qu'il y a des discussions qui n'ont pas lieu pendant des sessions plénières ou par des Zooms. Et donc ça nous manque beaucoup. Voilà, donc je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Patrick, et bravo. Donc, pour ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez utiliser l'onglet de discussion que vous trouverez en bas sur Zoom. Alors, soit ça a été très clair. Il faut supprimer. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas pour le moment. Non, mais François, il faut que les gens aillent en bas à gauche et qu'ils rouvrent le micro. Oui, voilà, vous pouvez ouvrir le micro. En bas à gauche de l'ordinateur, il faut remettre le micro en route. Oui. Ouais, voilà, on peut le faire soi-même. D'accord. Sinon, on peut aussi les poser par écrit. Ok. Allô? Oui. Oui. Ah, bonjour. J'ai une question à poser. Oui, allez-y. Je voudrais savoir la mission qui va bientôt commencer sur l'impact, c'est ça? Oui. Pour l'étude de l'impact, vous avez pas une certaine crainte à savoir si vous envoyez l'objet à 6 km par seconde, qu'il n'y a pas un risque de rupture de l'astéroïde? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, jusqu'avant Hayabusa 2, je vous aurais dit non, il n'y a aucun risque. L'énergie d'impact qui est apportée est bien en dessous du seuil de destruction d'un astéroïde sur la base de nos connaissances. Toutefois, c'est vrai que Hayabusa 2, l'impact qui a été fait nous a montré que le cratère pouvait être beaucoup plus grand que ce qu'on le pensait. Donc, il est possible qu'on fasse un cratère beaucoup plus grand que ce que les calculs nous disent pour Dimorphos. Et je dirais, avec une extrême faible probabilité, je ne dis pas que ce n'est pas possible du tout qu'effectivement, on déstabilise complètement l'objet, sans le faire exploser, mais au moins, on le déforme, peut-être même on le disloque, dans le cas le plus extrême. Hein. C'est vraiment pas ce qu'on pense pour l'instant, les modélisations ne donnent pas ça,
mais on peut être au seuil de ça. Effectivement. À ce moment-là, alors on en plaisante un petit peu dans l'équipe parce que de temps en temps, je dis, on sera la première mission qui ira voir un anneau de poussière autour d'un astéroïde parce que si on détruit Dimorphos, ça risque de créer un anneau autour de Didymos. Mais c'est quand même pas le plus probable. Mais c'est effectivement pour ça qu'on fait ce test, c'est-à-dire un test permet non seulement de tester les technologies, par exemple, est-ce qu'on est capable vraiment avec un satellite autonome, ce qui sera le cas de DART, de bien viser, et puis ensuite, comment l'objet réagit. Et tant qu'on ne l'a pas fait, eh ben, on peut pas vraiment savoir. Bien, merci. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Oui, on vous écoute. Je suis désolé, c'est une erreur. Je préfère écouter. Excusez-moi. Oui, bonjour Michel. C'est Michel Perrineau, Saint-Raphaël, Club Copernic. Quand vous parlez des félicitations pour votre conférence, Monsieur Michel, et quand vous parlez des forces de cohésion pour les astéroïdes, est-ce que c'est bien les 4 forces fondamentales que vous parlez? Gravité, force nucléaire faible, forte et électronique. Ah, c'est pas pareil. Non, en fait, les forces de cohésion dont je parle sont les forces électrostatiques de Van der Waals, qui sont les mêmes forces qui permettent à la poussière de s'accumuler sous votre lit ou votre canapé si vous ne faites pas le ménage. Et en fait, ces forces-là, électrostatiques, ne permettent de coller des particules sur Terre que pour des particules de la taille de quelques centaines de microns au plus, parce que la gravité sur Terre est telle que après ça, elles ne sont pas efficaces. C'est une histoire de balance entre les forces. Par contre, sur les astéroïdes, comme il y a très peu de gravité, elles pourraient être efficaces à des tailles beaucoup plus grandes. Alors, ce qu'on pense, c'est que pour les astéroïdes de type agrégat, il y a des gros rochers qui sont agglomérés ensemble, mais entre ces rochers, dans les interstices, peuvent effectivement s'accumuler de la poussière qui pourrait faire la colle par ces forces électrostatiques entre les roches. Donc, ce sont des forces électrostatiques. Ok, merci. Je suis obligé de vous laisser parce que la SAF a commencé sa conférence aussi. Allez-y, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a une vraie compétition entre les associations, là. Oui. Qui veut poser une question là? Patrice Gorneau, je crois, tu demandes la parole. Justement, c'est ça que je voulais parler. Oui. Le problème, c'est que le mercredi, il y a la conférence de Patrick et 1 heure après, il y a celle de la SAF. C'est un peu bête parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont quitté pour aller sur l'autre. C'était les objets interstellaires. Ce qu'il faudrait, c'est voir si on ne peut pas faire la conférence un jour décalé, quoi. Je l'avais déjà posé la question à Jean-Louis Pala. Là, vous avez une très bonne conférence à la SAF, justement, là, à 19 h. Moi, j'en avais parlé à Jean-Louis Pala pour qu'il qu'il en parle, quoi. Oui, mais l'autre. Ouais, ça serait C'est le même jour. Hein. Ça serait bien de pas avoir de conflit, autant que les gens puissent profiter. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, par contre, pour celle de la SAF, on peut la voir en replay sur YouTube après. D'accord. Donc, moi, j'ai prévenu les gens aujourd'hui qu'il y avait 2 conférences. Ok. Merci, Patrick. Patrice, en Oui. présentiel, la conférence, normalement, a lieu à 15 h le mercredi. Donc, on peut faire la conférence à 15 h en présentiel et suivre la conférence de la SAF plus tard. Bah ouais, ça tombe mal. Hein. Mais nous, notre salle est réservée le mercredi. C'est toujours pareil. Ah ouais. Non, ça c'est bien, mais par contre, c'est vrai que quand on l'a fait en virtuel, du coup, faudrait peut-être soit la faire à 5 h, soit la faire un autre jour, tant que c'est virtuel. Puisque virtuel, il y a plus de souplesse. Ouais, voilà, il y a la souplesse. Exactement. Ouais, Okay. ouais, parce que comme elle commence à 19 h, elle commence un peu en retard. Hein. Il commence toujours un petit peu en retard parce qu'il faut en direct sur YouTube, c'est assez compliqué. Leur installation, je l'avais vu, hein. C'est pas facile. Donc, oui, on pourrait faire un petit peu avant 18 h. Ok, pour les autres, non, parce qu'il faut peut-être profiter là des dernières minutes pour les questions.
Voilà. des questions Est-ce sur qu'il le y a sujet? encore des questions? Oui. Parce que sinon, on est d'accord pour le reste. Pas d'autres questions? Bon, ben écoutez, donc on va tous remercier chaleureusement Merci à notre vous. président pour ce très bel exposé. Merci, bravo. Et notre prochain rendez-vous, réel ou virtuel, je ne sais pas, sera le 12 mai avec Jean-Jacques Dechezel sur les explorations lunaires. Voilà, Magnifique. merci à tous et à bientôt. Merci à Ok. tous aussi. Et bonne Merci, conférence avec Patrick. Jean-Jacques. Ok, Merci, au revoir. merci. Merci, Patrick. Au revoir. Bonne Merci. soirée. Merci, au Oui, revoir. bonne soirée.